Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je vous propose une vidéo qui devrait être assez longue et qui devrait répondre, je pense, aux interrogations de pas mal de monde, aux interrogations de celles et ceux qui ont envie de créer et puis surtout de maintenir en termes de contenu et de gestion du thème et des plugins un site WordPress. Depuis 3 ans, je pense avoir créé environ une quarantaine de sites WordPress. Pour certains clients, je m'occupe de la maintenance et de l'actualisation du contenu de leur site, mais il y a évidemment des clients, des plus petits clients, sans être péjoratif, qui décident de prendre en charge la maintenance, l'actualisation de leur site. Alors bien évidemment, vous pouvez retrouver des tutoriaux sur la toile, sur des sites payants comme Udemy, vous pourrez y retrouver des tutoriaux complets sur WordPress de A à Z, sur YouTube bien évidemment, des tutoriaux qui répondent à des problématiques spécifiques surtout, et puis Google est en général votre meilleur ami, puisque si vous posez de façon structurée une question à Google, Google vous renvoie à des pages explicatives qui répondent à vos questions dans la plupart des cas. Mais aujourd'hui j'ai voulu faire l'exercice de vous présenter un site que j'ai récemment réalisé pour une société française, une société qui se trouve en Auvergne et qui est spécialiste de la création et de l'impression des affiches pour les professionnels de la fête. Donc ça va des fêtes foraines au cirque. Si vous avez poussé la porte d'un cirque, ou plutôt si vous avez entrouvert la toile d'un cirque en France, vous avez certainement dû voir au bord de la route une affiche créée et imprimée par Promocirque. Ils créent et ils impriment les affiches de la plupart des grands noms du cirque français et au-delà d'ailleurs en Belgique et dans d'autres pays européens. J'ai fait la rencontre de l'équipe de Promocirque l'été dernier dans leur bureau à Ambert et on a entamé ensemble la création de leur site web. C'était une grande première pour eux et en fait, dans leur cas, ils souhaitent se former à l'actualisation de leur site. Alors, ils vont évidemment suivre des tutoriaux bien structurés comme ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais j'ai voulu pour eux, et au sens plus large pour celles et ceux que cela intéresse, parcourir les coulisses de leur site internet, donc du site promocirque.com qui vient d'être lancé, pour vous expliquer à la fois les bases de WordPress, mais également des détails plus spécifiques au thème que j'utilise pour ce site, qui est le thème Divi d'Elegant Themes, un thème que j'utilise depuis environ 2 ans, je pense. Donc cette vidéo sera structurée de la manière suivante. Je vais d'abord vous présenter les fondamentaux de WordPress, donc ce que vous devez savoir en termes de structure pour comprendre comment fonctionne WordPress. Ensuite, j'aborderai de manière plus spécifique la structure du thème Divi d'Elegant Themes. Et puis je finirai cette vidéo par quelques petits trucs et astuces qui vous permettront d'aller plus loin dans la gestion, dans l'actualisation de votre thème Divi. Voilà, alors je vous invite à aller voir le site, bien entendu, sur l'adresse promocirque.com. Donc vous avez le logo actuellement à l'écran, il vous suffit d'ajouter .com à la fin pour aller visiter ce site. Alors c'est un site assez simple, hein. Donc si on prend la homepage, la page de garde, vous verrez qu'il y a ici ce qu'on appelle un Hero Header en anglais au sommet du site qui vous présente la société, un petit slider de quelques images, et puis juste en dessous 4 boutons. 4 boutons qui vous permettent d'accéder aux 4 services principaux de la société, l'agence, le studio de création, l'imprimerie et puis la partie logistique, et ce qu'on appelle en anglais un call to action, un appel à l'action, avec un bouton et un lien également pour aller découvrir la ligne du temps, l'historique de la société. Alors directement, je pense que je vais pouvoir vous montrer ça en réduisant la taille
voilà, du site, vous voyez que ce site est totalement responsive, donc qu'il s'affichera d'une manière différente et adaptée sur mobile. Alors vous remarquerez que sur mobile, j'ai enlevé le Hero Header, j'ai juste repris le texte de présentation pour aller directement droit au but aux 4 boutons qui permettent d'accéder aux 4 sections du site, aux 4 services. Et vous voyez que si j'agrandis ce site, on va repasser à la version de bureau. Je vais juste vérifier qu'on voit bien encore, oui, on voit bien encore toute la page, toute cette home page. Alors on va cliquer par exemple sur l'une des sections et on va arriver sur la partie consacrée à l'agence avec une illustration qui m'a été fournie par le client, une petite icône, un texte descriptif, 2 avatars des 2 personnes qui sont en charge de ce département. Et puis en bas de chaque section service, on a également rajouté un call to action. Alors je vous montrerai juste après, quand on parlera plus spécifiquement du thème Divi, comment ces pages sont structurées en coulisses, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus pour l'instant, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va commencer cette vidéo par une découverte des fondamentaux de WordPress. Donc là on passe en coulisses, dans l'admin. Alors l'admin d'un site WordPress, elle est toujours accessible par l'adresse du site, par le nom de domaine, /wp-admin, Ensuite, vous allez devoir introduire un username, un mot de passe, et vous pourrez accéder à votre admin. Alors moi en général j'ajoute aussi un plugin Google Recaptcha qui ajoute donc une petite boîte de vérification que vous devez cliquer pour bien prouver à la machine que vous êtes un être humain avant d'accéder à l'admin, ce qui permet d'éviter notamment toutes les attaques de type brute force, comme on les appelle en anglais, sur un site WordPress. Ce plugin Google Recaptcha est gratuit, vous pouvez l'ajouter facilement au plugin d'un site WordPress. Il vous suffira ensuite de créer une clé personnelle via le site de Google. Tout ça est très bien expliqué si vous ajoutez ce plugin Google Recaptcha à votre admin. Vous pouvez aussi utiliser ce plugin pour protéger la création des commentaires sur les pages de blog de votre site, ce qui est intéressant aussi pour réduire le volume de spam. Alors je vais vous expliquer quelle est la structure de base d'un site WordPress. Donc on a d'abord ici le tableau de bord, où on retrouve, mais ça c'est spécifique à ce site, un widget Google Analytics. Bon, je ne vais pas l'ouvrir, ce sont des données qui restent confidentielles par rapport au site. Puis ici, on a en un coup d'œil les pages, le nombre de pages, pardon, qui se trouvent sur ce site, 10 pages pour le site qui nous occupe, un flux d'activités qui résume en règle générale les activités que vous avez prévues, que vous êtes assignées pour la création du site. Pour l'instant, comme vous voyez, rien du tout. Et puis ici, une section qui apparaît sur cette page parce que j'ai installé le plugin Yoast SEO qui permet de gérer l'optimisation du SEO de ce site sur Google et les autres moteurs de recherche. Je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure, je pense, quand on passera à la description des différents plugins qu'on retrouve sur ce site. Alors on va essayer de comprendre ce qui se trouve dans la barre latérale, avec tout d'abord les articles, les médias, les pages, les commentaires, les projets. Donc ce sont des sections que vous retrouverez sur tous les sites WordPress. Articles, médias, pages, commentaires et projets. Vous ne vous servirez peut-être pas de toutes ces sections. Vous vous servirez à coup sûr des médias, puisque c'est là que vous irez héberger par exemple les photos que vous utilisez pour votre site WordPress. Vous vous servirez sans doute à coup sûr des pages, puisque ce sont les pages de votre site. Et puis si vous ouvrez un blog, une section magazine pour votre site, vous vous servirez également de la partie articles. Alors passons en revue ces différentes sections une par une.
La partie article, c'est donc la partie, je veux dire, historiquement la plus ancienne de WordPress, puisque WordPress était au départ un moteur qui permettait et qui permet toujours de créer des blogs. Dans cette partie article, vous allez pouvoir créer vos articles de blog, des articles qui seront très faciles à créer, comme si vous écriviez un document en Word ou en Pages. Donc pas beaucoup de design dans la création de ces articles. On va aller voir ce qui se passe là derrière. Il n'y a pas d'article actuellement sur ce site, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc si vous voulez ajouter un article, il vous suffit de cliquer sur « Ajouter » en français. Vous donnez un titre à votre article. Alors le titre sera également ce qui inspirera la création de l'URL de votre article. Donc c'est important de bien penser au titre de l'article, puisque l'URL de l'article aura un impact en termes de SEO, en termes d'optimisation dans les moteurs de recherche. Puis ici en dessous, vous allez commencer à écrire votre article. Donc c'est ici que vous écrirez le corps de l'article. Vous pourrez utiliser tous les outils de l'éditeur texte ici pour modifier votre texte, donc le rendre plus gras, créer un titre en choisissant H1 ou H2, donc en choisissant l'un de ces deux formats. Vous pourrez également ajouter des liens vers d'autres pages, ce qui est très important en termes de SEO, donc créer des liens vers d'autres parties de votre site quand évidemment c'est pertinent. Vous pourrez modifier l'alignement de votre texte. Alors ici, de ce côté-là, on a des éléments qui sont en règle générale qui apparaissent en règle générale en fonction des plugins que vous installez. Ici, j'ai un plugin qui permet de recueillir des adresses email pour une newsletter qui s'appelle Bloom, qui est également fournie par Elegant Team. Et donc, je peux insérer éventuellement une boîte de dialogue qui invite les internautes à soumettre leur adresse email pour s'inscrire à une newsletter. Donc, c'est pour ça que ça se retrouve ici dans cette boîte de dialogue. On pourrait en avoir d'autres. On a ici par exemple quelque chose qui est apparu parce que j'ai ajouté le plugin Formcraft qui permet d'ajouter des formulaires à un site. Donc ce add form ne serait pas apparu s'il n'y avait pas ce plugin ou Formcraft sur le site, et ceci ne serait pas apparu s'il n'y avait pas eu Bloom sur le site. Donc vous écrivez votre article très simplement. Vous pouvez ensuite créer des catégories dans l'autre colonne. Je vais juste aller vérifier que tout ça apparaît bien à l'écran. Je vais peut-être réduire un petit peu ma fenêtre pour que ça apparaisse correctement à l'écran pour vous. Voilà, comme ça vous pouvez voir tout le contenu de cette barre latérale. Avec cette section catégorie, si vous voulez ajouter une catégorie, les étiquettes sont des tags en anglais. Vous pourrez également définir quelle est l'image mise en avant, la featured image en anglais, qui se retrouvera non seulement en tête de votre article, si vous l'avez prévu ainsi, mais également c'est l'image qui pourra servir comme image d'aperçu lorsque vous partagez votre article sur les réseaux sociaux. Donc l'image mise en avant, vous devez la penser pour qu'elle puisse être réutilisée sur les réseaux sociaux, à moins que vous ne définissiez via le plugin Yoast SEO une autre image pour le partage sur les réseaux sociaux. Mais par défaut, ça sera la featured image, l'image mise en avant qui servira. Donc si vous voulez optimiser ça, par exemple pour Facebook, vous utiliserez une image de 1200 par 630 pixels, un rectangle allongé, c'est l'image que vous retrouverez, enfin c'est le format idéal que vous devrez utiliser pour une image d'aperçu sur Facebook. Ça marche également très bien sur LinkedIn et sur Twitter. Voilà, donc c'est ici que vous définissez l'image mise en avant, les catégories, les tags. Bon, le format d'un article par défaut, donc c'est un article voilà, standard par défaut. Vous pourriez également avoir un article qui prend la forme d'une citation, qui est plutôt orienté vidéo, plutôt orienté partage d'un son, etc. Bon, en règle générale, dans plus de 90% des cas, vous utiliserez l'article par défaut. C'est le format consacré, je dirais, d'un article sur WordPress. Si vous souhaitez ajouter des éléments mis en exergue comme citation dans le corps de votre article, vous pourrez utiliser ce qu'on appelle le bloc de citation, donc qui
qui par exemple ajoutera, ça dépend aussi de votre thème, qui pourra ajouter des guillemets juste au début de ce bloc mis en avant dans votre article. Je dirais que pour l'aperçu pour la forme de ce bloc de citation, vous devrez voir comment votre thème, en l'occurrence ici c'est Divi, interprète cette fonction bloc de citation. Mais ça peut servir à mettre en avant un élément comme citation dans le corps d'un article. Donc vous écrivez votre article, l'article doit faire au minimum 300 mots pour pouvoir être optimisé en termes de SEO. Bon, vous réfléchirez évidemment au contenu de votre article pour que on retrouve dans le corps de votre article, dans le titre, dans l'URL. Vous voyez qu'ici l'URL, par défaut, puisque je n'ai rien indiqué et que l'article s'est auto-sauvegardé, c'est une URL un peu cabalistique. Il faudra évidemment modifier ça si jamais ça apparaît de la sorte, puisque 1861-2, ça ne vous donnera pas grand-chose en termes de référencement sur Google. Donc titre, URL, article, et puis ensuite vous arrivez à cette section Yoast SEO. Je crois que je vais l'aborder maintenant. Je vous avais dit tout à l'heure que je l'aborderais quand j'allais faire un passage en revue des différents plugins, mais comme on est sur la page d'un article et que le SEO est très important pour les articles, pourquoi pas en parler directement maintenant. Alors comment ça se passe dans ce bloc Yoast SEO? Alors je vous donnerai un exemple un peu plus tard de la manière dont j'ai géré ça pour le site de PromoCirc. Admettons qu'on commence à blanc. Vous avez ici ce qu'on appelle la requête cible, le keyword, le focus keyword, à mon avis, si vous utilisez la version anglophone. Donc ce sera le mot-clé autour duquel tourne votre publication. Ça peut être une page ou ça peut être un article. Donc si vous abordez un sujet particulier, vous indiquerez le mot-clé qui correspond à ce sujet dans cette partie requête cible. Donc par exemple, si vous écriviez un article sur les plus grands cirques de France, vous pourriez indiquer Cirque de France ou Cirque France. Et là vous voyez que le petit smiley est tout rouge puisque on ne retrouve cette requête cible nulle part pour l'instant dans mon article. Enfin, je n'ai rien écrit évidemment comme article. Donc si j'écrivais ici Cirque de France et puis que j'allais modifier mon URL et que j'écrivais Cirque de France et puis que je commençais à écrire un article ou dans le corps de l'article je commence par dire que les cirques de France sont en général très connu en Europe, voilà, juste pour écrire une phrase. Donc j'aurai une occurrence de Cirque de France là, j'aurai une occurrence là, j'aurai une occurrence dans l'URL. Si j'ajoute des images, je verrai aussi à ce que le alt tag de l'image reprenne Cirque de France. Et au fur et à mesure, Yoast va me dire que j'améliore le référencement potentiel de mon article en augmentant de façon subtile, bien entendu. Le but n'est pas de gaver l'article en occurrence d'un mot-clé, mais en augmentant les occurrences, peut-être avec des variations, j'améliore la potentialité de référencement de mon article. Je vous montrerai tout à l'heure comment cela a été interprété sur certaines des pages, et non articles, puisqu'il n'y a pas d'article du Cirque PromoCirc, et ça vous permettra de comprendre plus facilement comment fonctionne donc ce bloc Yoast SEO. Alors, non seulement je dois, juste pour terminer, multiplier les occurrences dans mon titre, dans mon URL, dans le corps de mon texte, mais également dans le titre SEO, donc qu'on retrouve là. Donc si ici j'enlève tout ceci, que j'indique Cirque de France, je devrais théoriquement avoir un titre un peu plus long voilà, que j'indique ceci, Cirque de France, sélectionné par exemple pour vous par PromoCirc. Voilà, là vous voyez que la barre devient verte, mon article est suffisamment long et pas trop long. Et puis j'ai ici la métadescription. La métadescription, c'est le texte que vous retrouverez sur Google ou le texte que vous retrouverez sous la photo lorsque vous partagez votre article, votre page sur Facebook. Et là aussi, vous devez avoir
une occurrence au moins de votre mot-clé. Bon, évidemment, vous écrivez quelque chose d'un peu différent de votre titre. Promocirque vous propose sa sélection des cirques de France afin de vous permettre de faire le meilleur choix. Voilà. Par exemple, vous voyez que ma métadescription pourrait être un peu plus longue. Voilà, vous voyez que dès que c'est suffisamment long, la barre devient verte. Et au fur et à mesure, vous voyez que mon petit smiley change. Là, on va dire que le SEO sera considéré, vous le voyez ici aussi dans la barre latérale, comme OK. Quand c'est optimal, c'est vert. Alors, la lisibilité, par contre, on me dit ici, est à améliorer. Parce que c'est un peu... le texte que j'ai utilisé, par exemple, dans ma description, est un peu complexe. Complexe, entre guillemets. Le texte, la structure du texte n'est peut-être pas optimale pour l'instant dans le corps du texte. C'est une chose aussi à avoir à l'esprit, donc essayez d'aller droit au but, d'avoir des phrases courtes, des phrases claires. Ça améliorera votre potentiel de référencement. Donc quand vous écrivez un article, en résumé, vous écrivez votre titre, vous veillez à ce que l'URL soit coordonnée, vous écrivez le corps de votre article, et puis vous allez aller adapter votre bloc SEO grâce au plugin Yoast SEO, donc votre titre SEO, votre métadescription, tout ça autour d'une requête cible que vous aurez choisi au préalable, par exemple pour cet article démo Cirque de France. Voilà, c'est comme ça que ça se passe pour les articles. Alors, chose importante à savoir s'agissant de ces articles, donc on va quitter cette page. Ils vont donc être listés dans la partie articles. Vous pourrez avoir un lien direct vers chacun de ces articles, mais si vous souhaitez que ces articles apparaissent sur votre site WordPress, vous devrez créer une page qui sera le résumé, l'aperçu de la liste des articles. Alors la plupart des thèmes, Divi y compris, je vous montrerai comment tout à l'heure, vous permettent de créer cette page, cette collection d'articles affichés en général par ordre chronologique, donc le dernier en tête de liste. Vous pouvez également restreindre l'affichage en fonction des catégories que vous avez assignées à vos différents articles, mais vous devez donc créer une page collection, une page résumé des articles pour que vous puissiez avoir quelque part sur votre site une section blog avec le listing de ces articles. Donc c'est important. Donc ces articles n'apparaîtront pas, je dirais, de façon magique sur votre site à partir du moment où vous les écrivez. Bon à savoir. Alors la partie média, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'endroit où se retrouveront les différentes images de votre site. Vous voyez ici les différentes images qui ont été uploadées sur le site. Vous ne devez pas nécessairement ajouter les images au préalable avant de créer vos pages, avant de créer vos articles. Vous pouvez ajouter vos images lorsque vous les ajoutez dans le corps d'un article ou sur une page, et ces images seront ensuite archivées dans la section bibliothèque de médias de votre site WordPress. Vous pouvez aussi en ajouter directement à cette section bibliothèque de médias en appuyant sur ce bouton ajouter. Et donc il y a deux points d'entrée si vous voulez pour cette section, c'est soit les contenus qui ont été ajoutés depuis les pages, depuis les articles et qui arrivent dans cette section bibliothèque de médias, ou ce que vous aurez ajouté directement dans la bibliothèque de médias. Je vous ai dit que ça peut arriver des pages et des articles, ça peut également arriver des projets. Si vous créez un portfolio de projets, en général cette section de WordPress projet, elle est réservée par exemple à des designers, à des illustrateurs, à des agences aussi qui veulent présenter leur travail projet par projet. La structure, la mise en page de cette section portfolio dépend également du thème que vous aurez choisi pour votre site WordPress. Alors on va en arriver à la partie qui est la plus peuplée pour l'instant sur le site WordPress que je vous présente, sur le site de Promocirque, c'est la partie page.
Alors comme j'enregistre ceci en direct, je prends une petite rasade de café aussi au passage. On va donc aller voir les pages. Alors on a 10 pages pour l'instant qui sont publiées sur ce site, donc la page d'accueil, la page contact, une page où on explique la politique de cookies, une page où on présente les réalisations PromoCirque, une page où on présente donc le service agence, le service imprimerie, le service logistique, le service studio créa, la page où on présente la société en général, son historique, ses clients, ses partenaires, la page Qui sommes-nous, et puis une page vie privée où on présente la politique de vie privée de la société. Voilà, ce sont les 10 pages actuelles du site. Donc si on revient de l'autre côté de la barrière, en front-end, vous verrez donc ici la page d'accueil, la page Qui sommes-nous, avec différentes sections dans cette page, je vous expliquerai ça tout à l'heure. La page, la section nos services avec différentes pages, donc l'agence, le studio créa, l'imprimerie, la logistique, et puis la page réalisation. Donc voilà, on a différentes pages dans cette section page. Ensuite, on a la section commentaires où on retrouvera les commentaires, plutôt les commentaires qui peuvent être ajoutés aux articles si on active la section articles et on commence à écrire des articles sur son blog. C'est l'endroit où on pourra modérer ou effacer certains de ces commentaires. La section projet, je vous en ai parlé, mais il n'y a rien sur le site PromoCirque dans cette section projet, puisqu'on a décidé de présenter les réalisations sur une page réalisation, et pas d'utiliser la fonction portfolio de WordPress. Puis on a ici quelque chose qui a été ajouté spécifiquement pour ce site, c'est le plugin Formcraft qui permet de créer des formulaires, comme par exemple le formulaire de la page contact. Donc si je vais sur la page contact, vous voyez ici que j'ai un formulaire Contactez-nous. Ce formulaire a été créé avec Formcraft. Il y a pas mal de plugins qui vous permettent de créer des formulaires, comme Gravity Forms par exemple. Vous pourrez les retrouver via l'index des plugins de WordPress. Ça fait pas mal de temps que j'utilise Formcraft parce que leur formulaire rentre très bien sur mobile, parce que on a pas mal de possibilités en termes de design. Aussi parce que j'ai pu connecter Formcraft à des CRM via Zapier très facilement. Donc je trouve que c'est un très bon plugin de formulaire, Formcraft. Je crois que j'ai repris dans un de mes tabs d'ailleurs, voilà, ici Formcraft, la présentation de ce plugin. Vous retrouvez ça sur formcraft-wp.com. Je mettrai un lien dans la description, formcraft-wp.com. Voilà, c'est le plugin que j'utilise pour les formulaires. Formcraft. Ensuite, cette section aussi, apparence, c'est là que vous allez retrouver la liste des thèmes activés ou activables pour votre site. Donc si je clique sur thème, vous verrez que j'ai Divi, que je pourrais mettre à jour d'ailleurs, qui est le thème actuellement actif sur le site. Ensuite, vous avez des thèmes qui sont fournis par défaut par WordPress, 2019, le nouveau thème de l'année 2019, 2017, celui de 2017, 2016, celui de 2016, voilà. Alors si j'activais ces thèmes, ça détruirait, je dirais, complètement le site, puisque évidemment le site a été créé avec Divi. En général, donc quand vous démarrez un site WordPress, vous allez vous retrouver avec le tout dernier thème par défaut de WordPress, en l'occurrence ici 2019, puis vous uploaderez via le bouton ajouter ou upload votre propre thème, et vous pourrez l'activer pour travailler sur un thème plus spécifique que les thèmes génériques fournis par WordPress. Disons que les thèmes génériques fournis par WordPress peuvent être très sympas si vous voulez juste créer un blog rapidement, d'autant que avec sa dernière itération, WordPress propose aujourd'hui un outil de création des pages et des articles qui s'appelle Gutenberg et qui est, disons, qui s'approche progressivement de ce que vous pourriez retrouver dans un thème comme Divi. Donc vous pourriez utiliser les thèmes de base de WordPress avec leurs limites. Moi je vous conseille d'utiliser quelque chose comme Divi si vous souhaitez aller plus loin dans votre création. Alors la partie personnalisée, c'est une partie qui vous ramènera sur le site, on va la fermer juste après, et qui vous permet de gérer
pas mal d'éléments fondamentaux du site, comme dans les paramètres généraux, la typographie utilisée par le site, quel est le fond général du site, des paramètres de mise en page, comme quelle est la largeur de votre site, l'espacement des colonnes, etc., etc. Je ne vais pas passer en détail chacune des sections. Peut-être les sections les plus intéressantes à connaître. Dans la partie en tête, vous pourrez voir quel est le type d'en-tête que vous souhaitez utiliser. Alors par défaut, en général, vous avez le logo en haut à gauche et puis le menu plutôt vers la droite. Mais vous pourriez aussi choisir centré et avoir votre logo, comme vous le voyez là, centré et votre menu en dessous du logo. Vous pourriez choisir logo inline centré, là vous allez avoir les éléments de menu, mais il vaut mieux que ce soit pair, répartis à gauche et à droite de votre logo. Voilà, vous pourriez avoir un mode slide-in où en fait votre menu est sur le côté et il y a ce qu'on appelle un burger menu pour ouvrir ce menu. Voilà, c'est différent. Vous pourriez aussi avoir un menu plein écran qui va venir se mettre en superposition, voilà, du site. Pour ce site, j'ai choisi la version par défaut. Ensuite, différents paramètres pour la barre de menu secondaire, les éléments que vous retrouvez ou pas dans l'en-tête. Vous pouvez éventuellement activer une icône de recherche si vous le souhaitez. Vous pouvez activer les icônes des réseaux sociaux si vous en avez, etc. Le footer, donc la structure du footer. Alors moi j'utilise pas vraiment la structure de footer de WordPress, puisque le footer, donc le pied de page que vous voyez ici en bas avec qui sommes-nous, avec le menu des services et puis à droite les coordonnées de la société, a été créé avec Divi. Je vous montrerai tout à l'heure comment j'ai fait. Donc personnellement je n'utilise pas les paramètres standard des widgets du pied de page qui sont offerts par WordPress, mais vous pourriez le faire et les paramétrer via cette section. Alors chose importante, on y reviendra peut-être tout à l'heure, vous avez ici le CSS additionnel de votre site. Donc c'est une personnalisation avancée qui vous est proposée par WordPress et qui vous permet d'aller modifier des petits éléments visuels de votre site, au-delà de ce que vous permet de faire directement le thème, en l'occurrence ici Divi. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de choses qui ont été paramétrées via ce CSS additionnel, notamment des choses assez intéressantes comme ceci, le bouton contact. Vous voyez, il a un look assez particulier, il est différent de réalisation de services qui sommes-nous. C'est un bouton en fait, et ça a été paramétré par du CSS additionnel, comme vous pouvez le voir ici. Donc il y a pas mal d'éléments qui sont paramétrés par ce CSS additionnel pour ce site, et j'ai à chaque fois documenté ces différentes adaptations, ces petites modifications par les lignes qui définissent ici ce que j'ai voulu faire par le CSS, qui permettrait à quelqu'un qui a suffisamment d'heures de vol en termes de CSS, d'aller modifier encore ces différentes règles, d'en ajouter, d'en enlever, de comprendre où j'ai voulu en venir avec mes règles additionnelles de CSS. Voilà, donc vous avez pas mal de paramètres généraux sur l'apparence du site qui se retrouve dans cette partie apparence. On va revenir au menu où on se trouvait tout à l'heure, on n'a rien modifié. Donc on se retrouve ici, dans personnaliser l'apparence. Alors les widgets, c'est notamment là qu'on retrouve les fameux widgets dont je vous ai parlé, des pieds de page. Donc vous avez ici zone pied de page 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pourriez utiliser le système intégré à WordPress pour la gestion du pied de page et définir jusqu'à 6 zones différentes, et puis ajouter des éléments, soit textuels, soit menu dynamique ou autre, aux différentes unités de pied de page. Par expérience, en règle générale, je préfère utiliser des blocs que je reprends de page en page via le thème Divi, que d'utiliser la fonction
pied de page intégré à WordPress. Ça me donne plus de flexibilité de créer ce pied de page directement sur mes pages et de le reproduire page par page, comme je vous montrerai tout à l'heure, que d'utiliser la fonction pied de page de WordPress. La seule chose que j'utilise en termes de pied de page pour WordPress, c'est ce qui se trouve en dessous du pied de page, où on retrouve le copyright, je pense. Oui, ici vous voyez, Promocirc 2018, j'adopterai d'ailleurs en 2019, et les liens vers les réseaux sociaux. Et c'est quelque chose qu'on retrouve à ce moment-là. On va revenir peut-être au personnaliseur de thème, je vais les modifier d'ailleurs. 2018 en 2019. Donc si je vais ici, vous voyez, pied de page, barre inférieure, là je peux modifier mes crédits. Je vais aller indiquer 2019 et republier ça. Voilà. Et j'ai juste encore donc cette icône réseau social qui se trouve là pour le lien vers la page Facebook de Promocirc. Vous voyez, j'ai modifié Promocirc 2019, c'est publié. On va revenir en arrière. Donc c'est vraiment la seule partie personnellement que j'utilise dans WordPress pour la gestion des pieds de page. C'est ce qui se trouve vraiment tout en bas de la page, en dessous techniquement de mon pied de page que j'ai géré via le thème Divi, où on retrouve les différents éléments avec cette vague sur le dessus, comme vous pouvez le voir là. Les widgets, c'est aussi ce qui gère la barre latérale qu'on fera apparaître par exemple sur un blog avec un champ pour la recherche, avec une liste des derniers posts, des commentaires éventuellement. Alors vous pouvez enlever ça si vous ne souhaitez pas afficher une liste des derniers commentaires, vous l'enlevez. Vous pouvez, en général j'enlève ça sur les métadonnées. Les catégories je les laisse quand je crée un blog, ça a du sens. Les archives en général je ne le mets pas. Donc en général ce que je laisse personnellement c'est le moteur de recherche, les derniers articles et les catégories. Je peux peut-être vous montrer d'ailleurs un exemple sur mon propre blog. Ça me permet de vous montrer, de faire un peu de promo, de vous montrer mon site. Donc callmefred.com, c'est mon site. Si vous souhaitez éventuellement entrer en contact avec moi pour réaliser un site WordPress par exemple, ou pour des conseils en marketing sur Facebook, sur Google. Voilà, alors j'ai ici ma section blog avec mes snack tips, avec différents conseils que je vous propose de découvrir, tout en anglais. Et si je clique sur un blog post, vous voyez que dans la barre latérale, j'ai les derniers articles publiés et j'ai ma barre de recherche. J'ai pas mis mes catégories parce que dans mon cas, en fait, mon blog est uniquement composé de trucs et astuces marketing, donc en gros il y a une seule catégorie, mais vous pouvez rechercher directement un article par ce moteur de recherche sur lequel j'ai d'ailleurs branché Algolia. Je vous conseille de le faire si vous avez un blog assez sophistiqué et que vous voulez permettre à vos visiteurs de trouver plus facilement un article. Installez Algolia. C'est un plugin qui est également gratuit et qui indexe en fait tous vos articles, qui permet à vos visiteurs de trouver beaucoup plus facilement l'information qu'ils recherchent. Voilà. Voilà l'exemple d'un article. Alors je vous disais tout à l'heure que vous pouvez intégrer des appels à l'action, des widgets dans un article. Vous voyez ici par exemple que dans cet article, j'ai intégré un formulaire Formcraft en fait, que j'utilise pour inviter mes visiteurs à s'inscrire à ma newsletter. Donc c'est pas du Bloom comme j'ai pu l'installer sur d'autres sites. Ici c'est bien un formulaire Formcraft qui envoie ensuite l'information vers Mailchimp, je pense, dans ce cas où se retrouvent les inscrits à ma newsletter. Voilà. Et sur ce blog, j'ai aussi un autre plugin qui vient d'Eleganteam, puis on reviendra à Promocirc, mais je voulais vous montrer ceci. Donc vous avez Facebook, Twitter, LinkedIn, donc ces boutons qui permettent de partager l'article sur les réseaux sociaux. C'est un plugin qui s'appelle Monarch et qui est également fourni par Eleganteam. Voilà, alors on va revenir au site de Promocirc pour continuer le passage en revue des éléments standards de WordPress. Donc on est toujours dans l'apparence et on a la partie menu. Alors la partie menu, c'est très important puisque c'est là que vous allez définir le menu de votre site. Ce qu'on retrouve ici en haut à droite de notre site promocirc.com.
Donc le menu avec ici la page d'accueil, la section qui sommes-nous, la page qui sommes-nous avec différentes sections, les différents services de la société, la réalisation. Donc ce menu a été créé via cette section de WordPress. Vous voyez ici la page d'accueil, la page qui sommes-nous avec les différentes sous-pages, les différentes sections de la page, nos services, qui n'est pas un lien, qui est juste en fait l'appellation de ces différents éléments, l'agence, le studio créa, l'imprimerie, la logistique, puis la page réalisation, et puis le fameux bouton contact qui, comme vous le voyez, est entouré ici de ces éléments qui permettent de le personnaliser via le CSS additionnel dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec la classe CSS @pb_more_button, @pb_button, deux classes CSS différentes, qui sont donc personnalisées par la section CSS additionnel, ce qui nous donne ce bouton sur lequel on peut cliquer. Donc il est mis en avant, si vous voulez, par rapport au reste du menu. Alors, je vous disais tout à l'heure que la section Nos services n'est pas vraiment un lien. En fait, en lieu et place d'un lien, j'ai indiqué ce dièse, qui fait que si vous cliquez en fait sur Nos services, en gros il ne se passe rien, ça reste stationnaire. Mais les éléments qui se trouvent en dessous, l'agence, le studio créa, l'imprimerie, la logistique, eux sont bien des liens vers des pages du site, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Et en fait, pour créer cet effet de menu à deux niveaux, donc de premier niveau avec nos services, où il ne se passe rien si vous cliquez dessus, et puis les éléments en dessous, eh bien, il suffit en fait, si vous voulez, de placer cet élément en retrait de nos services. Si je le mettais plus haut et que je le mettais au même niveau que nos services, on aurait un élément en plus dans le menu qui est l'agence tout seul isolé. C'est évidemment pas ce qu'on veut. On veut que les 4 services se trouvent sous nos services, donc je le place sous nos services, en retrait, et à ce moment-là, ça va créer cet effet où en fait on aura nos services comme titre principal, et puis les différents éléments ici. Alors la page Qui sommes-nous, c'est un peu différent, parce que si vous cliquez sur la page, si vous cliquez sur Qui sommes-nous, a priori vous pourrez aller directement sur la page, mais vous allez avoir différents sous-éléments. Voilà, différents sous-éléments, quoique, oui, j'ai fait la même chose en fait, j'ai indiqué un dièse sur Qui sommes-nous, donc si vous cliquez sur Qui sommes-nous, il ne se passera rien, mais si vous cliquez sur l'un des éléments en retrait de Qui sommes-nous, notre histoire, nos clients, nos partenaires, nos labels, là vous irez vers une section définie de la page. Alors comment est-ce qu'on va vers une section définie de la page? Là on rentre dans une partie un peu plus intéressante de la structuration du site. Donc si j'ouvre en retrait, je vais l'ouvrir ici, ma connexion internet n'est pas super pour l'instant, voilà, ça s'ouvre, très bien, parfait. Donc ça commence en fait par la section historique, là vous voyez Ludovic Hospital, le fondateur de la société Promo Cirque, avec son dessin, l'une de ses premières affiches, je dirais. On vous raconte comment Ludovic a créé et fait grandir cette société. Vous voyez avec cet effet sympa pour les différentes étapes du développement. Mais si je vais là au-dessus, dans le menu et que je clique sur nos clients, je saute directement vers la section nos clients. Si je vais vers nos partenaires, je saute vers nos partenaires, nos labels, je saute vers nos labels. Et je peux revenir, il y a une flèche latérale, vers le dessus de la page. Alors comment ça se passe pour créer en fait ce lien direct? Eh bien on va définir un ID pour chacune des sections vers lesquelles on veut sauter. Alors je vais sauter moi une étape dans la présentation du site, ce tutoriel étant un petit peu improvisé, pour aller vous montrer comment j'ai fait, puisqu'on était dans la section menu, donc c'est assez intéressant de vous expliquer directement, non pas de manière conceptuelle mais de manière pratique, comment j'ai créé des liens vers des sections dédiées d'une page. Donc on se retrouve ici en coulisses sur la page Qui sommes-nous? Et vous voyez qu'on a utilisé le générateur de Divi, le Visual Builder, qui nous permet de construire visuellement une page avec des blocs. Donc on a le titre de la partie historique, et puis on a ici la photo de Ludovic, on a la présentation sur le côté. Alors ça vaudrait peut-être la peine que je réouvre encore une autre page pour mettre en vis-à-vis, enfin pour pouvoir sauter en fait d'un côté à l'autre.
Donc, je vais rouvrir une page Promo Cirque et je vais aller sur la page Qui sommes-nous, voilà. Comme ça, je pourrais vous commenter ça directement en vis-à-vis. Donc, je reviens à la structure. La photo Ludovic, la présentation. Vous retrouvez ça ici sur le site de l'autre côté, la photo, la présentation. Et puis en dessous, vous allez à chaque fois avoir des blocs avec une alternance entre la date qu'on a centrée, le texte de présentation de cette période du développement de la société. Vous voyez, les différents éléments se retrouvent là, jusqu'ici en bas. Et puis on arrive à la section Nos clients avec le titre et des images sur plusieurs lignes. Et puis la section Partenaires avec des images sur une ligne, la section Nos labels avec des images sur une ligne. Et puis à la fin, la toute fin de page ici, avant la section pied de page, vous avez un séparateur et puis vous avez le fameux appel à l'action dont je vous parlais tout à l'heure, on va aller tout en bas ici, qui vous invite à cliquer pour découvrir les réalisations de la société. Donc là, on est vraiment tout en bas de la page. Donc c'est structuré de cette manière-là. Alors, dans Divi, il y a plusieurs niveaux dans la structure. Il y a un niveau qu'on appelle la section, avec une barre latérale bleue. C'est par là que vous commencez, en fait. Hein. Quand vous créez voilà, une section, on vous invite à définir le nombre de colonnes qu'il y aura dans la section. Donc, si vous voulez une section d'une seule colonne, vous choisissez une colonne. Donc voilà, ça, c'est une section. Elle est vide, celle-ci, pour l'instant. Au-dessus, on a une section qui est la section du site existant, avec une première ligne d'une colonne où vous avez donc l'historique, le titre de la section historique, on va revenir tout au-dessus, voilà, l'historique de Promo Cirque. Donc c'est ce qu'on trouve ici derrière, c'est un texte, voilà, un texte qui, comme vous le voyez, ne correspond pas visuellement à ce qu'on a sur le front-end du site, donc ça peut être un peu déconcertant. Il faut aller dans la partie style pour pouvoir modifier la couleur du texte, pour pouvoir aller ajouter éventuellement ce qu'on a ajouté, à savoir une bordure latérale sur ce texte. Là, on rentre vraiment dans les détails. Et chaque section, si vous cliquez en fait sur l'une de ces sections, chaque section, vous pouvez lui assigner un ID dans la partie avancée. Donc si je clique sur... Je vais faire ça plus lentement. Je suis toujours un peu trop rapide. Donc si vous cliquez sur les trois petites lignes ici, sur le côté, d'accord, et que vous allez dans Avancer, vous pouvez donner un ID CSS à une section. Alors ça peut vous aider à modifier des éléments visuels par le CSS additionnel pour une section donnée. Donc pour une section en particulier, et pas pour une classe CSS qui pourrait être partagée par plusieurs sections à travers tout le site. Donc ici on parle bien d'une section donnée. Mais ça a aussi un autre usage, c'est que ça vous permet de faire des sauts vers une partie spécifique de votre page, un jump to, comme on l'appelle. Donc si je reviens à mon menu de tout à l'heure, vous voyez que j'ai ma page Qui sommes-nous jusque-là, et puis qu'après la barre oblique, après le slash, j'indique dièse histoire pour la section histoire, j'indique dièse client pour la section client, j'indique dièse partenaire pour la section partenaire, j'indique... alors, vous voyez que nos labels, je dois le remettre là, voilà, j'indique dièse label, assez logiquement, pour la section nos labels. Mais donc, tous ces ID CSS, j'ai dû aller les paramétrer via cette partie du site, donc via la partie avancée d'un module de type section. Ici j'ai client, alors je vais aller plus bas, je vais fermer ceci, je vais aller plus bas dans la partie partenaire. Là vous voyez que si je vais dans avancer, j'aurai partenaire, et je vais aller plus bas dans la partie label. Vous voyez que si je vais dans la partie label, j'aurai partie label. Voilà, donc c'est la manière de créer donc ces liens vers une section définie de la page. Alors, vous pouvez l'utiliser de deux manières différentes, soit comme je l'ai fait ici en faisant un lien. Donc, admettons que je revienne à la page d'accueil et que je clique sur ce lien. Donc, je viens de la page d'accueil, je clique sur nos partenaires.
Voilà. Là, boum, il va sauter à la page Qui sommes-nous, directement à la section partenaires. Par contre, si je suis déjà sur la page, et que je clique sur notre histoire, ça va remonter à notre histoire. Nos clients, ça va descendre vers nos clients. Nos labels, ça va descendre vers nos labels, etc. Vous pourriez avoir un lien défini sur la page elle-même, quelque part, derrière un texte, derrière une image, derrière un bouton. Et là, vous ne devez pas nécessairement recopier l'URL intégrale pour faire un saut au sein d'une même page. Vous devez juste indiquer comme destination, dièse, et le nom de la section, de l'ID de CSS de la section. Donc, j'aurais pu avoir un lien sur cette page derrière un bouton vers la section label. Le lien aurait été, en lieu et place d'une URL, uniquement dièse label. C'est suffisant si vous êtes sur une seule et même page. Mais dans le menu général, comme je peux éventuellement venir d'une autre page, comme je vous ai montré tout à l'heure, je venais de la page d'accueil, là évidemment, je dois avoir l'URL de la page, et puis ensuite slash dièse et l'ID de la section CSS. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Ça permet évidemment sur une page avec pas mal d'éléments d'avoir une navigation simplifiée. Si je vais dans ma page réalisation, où j'ai tous les différents types de réalisations que peut réaliser, que peut vous proposer PromoCirc, là vous voyez que j'ai d'une certaine façon un menu, une introduction aux différents types de réalisations, et derrière chacune de ces images, j'ai un lien. Derrière chacune de ces images, j'ai un lien vers quelque chose qui se trouve plus bas, vers une section dédiée. Donc si je prends les albums à colorier, voilà, je me retrouve sur les albums à colorier. Je reviens au-dessus. Si je prends les affiches tout format, je vais me retrouver sur les affiches et bandeaux tout format. Exactement de la même manière, par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure pour la page Qui sommes-nous, on a ici des sections, avec pour chacune de ces sections, et comme vous voyez, il y en a pas mal, pour chacune de ces sections, on a un ID CSS dédié qui nous permet de créer cette navigation qui va faciliter la découverte de la page par un visiteur. Voilà. Donc on pourrait aller voir, et vous allez voir que c'est une page assez massive. On va aller voir les coulisses de cette page. Donc cette page réalisation. Voilà. Donc, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est toujours bien d'enfoncer le clou. On va retrouver ici les éléments dont je vous parlais. Donc le titre, exemple de réalisation PromoCirc. Puis on a réalisation dans l'URL. D'accord. Et puis ici, vous voyez que ma petite requête cible, elle est bien verte. Donc le SEO de cette page est positif. Alors bon, la lisibilité un peu moins parce que les textes vont peut-être un petit peu dans tous les sens en description des différentes catégories. Mais en tout cas, la partie requête cible est totalement optimisée. Donc on avait utilisé réalisation PromoCirc, on retrouve ça dans le titre, on retrouve ça évidemment dans la métadescription, on retrouve ça aussi à plusieurs reprises dans le corps du texte. Donc tout va bien en termes de SEO. Alors pour en venir à la structure, bon là on avait le titre général de la page, et là vous voyez qu'on a à chaque fois des lignes avec 3 colonnes, avec à chaque fois la même structure, en gros. Donc on a un titre, on a une image, et puis un texte descriptif. Et derrière chacune de ces images, donc si j'avais voulu ajouter une nouvelle image, ce que j'aurais fait c'est insérer module, image, vous voyez. C'est un peu déconcertant parce que le look d'une section image est le même que le look d'une section titre ou d'une section texte, mais derrière c'est bien d'une image qu'il s'agit. Si je clique sur les paramètres du module, sur les 3 petites lignes, vous allez voir que j'ai une image, que j'ai juste chargé ici. Après j'ai pas mal de paramètres pour cette image dans la partie style. Je peux définir l'alignement de l'image, je peux définir quelle sera la taille maximale de l'image. Voilà. Il y a vraiment un paquet de paramètres que vous pouvez découvrir et idéalement maîtriser si vous voulez améliorer votre connaissance de Divi. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails de chacun de ces paramètres, en tout cas pas dans cette vidéo. Ce que je voulais vous montrer, c'est le lien, l'URL. Alors c'est pas une URL complète, c'est juste donc un saut vers une section qui s'appelle grande affiche murale.
Donc ça, c'est l'ID CSS de cette section grande affiche murale qui va nous permettre de faire un saut direct. Donc si je ferme ceci et que je vais à grande affiche murale, donc là on a en fait toute la présentation des sections, et puis en dessous on a les sections à proprement parler. Voilà, en fait ici on l'a pas vraiment fait en section, on peut le faire, pardon. Tout à l'heure je vous ai dit qu'on pouvait le faire au niveau de la section, mais on peut avoir un ID CSS au niveau aussi d'une ligne. Ici, en fait, j'ai fait un saut vers une ligne donnée, donc vers la ligne affiche murale, vers la ligne affiche tout format, vers la ligne affichette, etc., etc. Donc si je vais juste à côté d'affiche murale, donc dans le bloc au niveau de la ligne, et pas au niveau du module texte, au niveau de la ligne, voilà, je vais ici, et dans avancer, là, vous voyez, j'ai affiche murale, qui est l'ID CSS de cette section. Donc si vous voulez créer une navigation de cette manière-là, vous devez, bien entendu, penser aux ID CSS que vous allez donner à vos différentes sections, à vos différentes lignes, et puis reprendre le même ID comme URL, entre guillemets, de destination, pour votre navigation. Donc je vous donne un exemple. Ici j'ai quelque chose consacré au produit de la fête. Voilà. Pardon. Et j'ai l'URL qui est dièse produit fête, qui va me permettre de faire un saut direct. Si j'avais indiqué produit fête au pluriel, ça ne marche pas évidemment. Il faut avoir une totale cohérence entre l'URL que vous choisissez comme destination et l'ID CSS que vous avez été assigné au préalable, ou a posteriori, c'est comme vous voulez, à la section ou à la ligne en question. Donc, voilà comment ça fonctionne. Alors on avait abordé ce sujet parce que on est en train de découvrir la manière dont j'ai créé mon menu. Voilà. Donc pour reprendre le menu, on avait accueil, qui sommes-nous, avec les différentes sous-sections d'une même page. Donc ce sont des liens personnalisés. Et puis nos services, que j'avais réalisé de la même manière avec un dièse pour que quand on clique sur nos services, il ne se passe rien, mais qu'on puisse ensuite choisir son service et aller directement vers la page. Vous pouvez modifier le titre qui apparaîtra dans la navigation, dans le menu, si vous souhaitez avoir un titre différent du titre par défaut qui aura été importé de la page. Parce que quand vous créez des pages, quand vous créez des articles, ils se retrouvent ici dans cette boîte à gauche, et vous pouvez les ajouter à votre menu, et puis vous pouvez par un drag and drop modifier la position de ces éléments dans votre menu. On n'a pas dans le menu en haut, par exemple, ajouter cookies ou vie privée. Ce sont des éléments qu'on a uniquement ajoutés au footer en bas de page. Si je reprends, je vais revenir à une page générale. Ici, si je reprends une page générale de mon site, vous voyez qu'en bas, alors je vais refaire une petite navigation pour sauter directement en bas de la page. Donc je viens ici, j'arrive à un de mes derniers éléments, voilà, standard fait foran. Donc là je suis en bas, et là vous voyez que tout en bas, on a été ici relié vers qui sommes-nous, vers l'agence Studio Créa l'imprimerie logistique, contactez-nous. Donc on peut également créer dans notre footer des liens vers les différentes pages du site. Donc vous pouvez avoir un menu qui est différent, si vous voulez, en bas du menu qui se retrouve en haut. Et ça me permet de voir en direct que je n'ai pas été ajouté dans le footer un lien vers la page vie privée. Alors qu'en général on l'ajoute, c'est une page qu'on a ajoutée récemment, donc on va aller ajouter ensemble directement le lien. Donc je vais pouvoir vous montrer comment ça se passe, et ça va me permettre aussi, cette improvisation, de vous montrer comment fonctionne un bloc qui se retrouve sur les différentes pages, qu'il suffit de modifier une fois pour que la modification soit répercutée sur toutes les pages. Ça nous permet par exemple de créer un pied de page, c'est la façon dont je procède pour créer un pied de page. Alors on va revenir pour ça à la page d'accueil, ce sera le plus simple. On va modifier la page d'accueil. Voilà. Et on va se retrouver ici en bas. Vous voyez que la section a une couleur différente, elle est verte, parce qu'en fait c'est une section qu'on a rendue transversale à l'ensemble du site. C'est-à-dire que
peu importe l'endroit où vous allez aller ajouter cette section depuis votre bibliothèque de section, elle sera modifiée, disons les éléments seront modifiés à chaque endroit, même si vous modifiez un élément depuis une seule page. Donc c'est ça qui rend la chose intéressante, c'est que si vous ajoutez un lien, par exemple, ce qu'on va faire dans 2-3 secondes, si vous ajoutez un lien à cette section, si elle a cette particularité d'être une section que vous pouvez partager sur l'ensemble du site, vous ne devrez pas modifier, ajouter ce lien sur chacun des pieds de page. C'est évidemment bien pratique, c'est comme ça que ça doit se passer. Et j'aurais pu ajouter cette section en venant de la bibliothèque ici. Voilà. Vous voyez, j'ai un footer en français. Donc si j'ajoute ce footer à n'importe quelle nouvelle page que je créerai sur le site, eh bien on retrouvera les mêmes éléments sur le footer. Ça rend la chose intéressante. Et comment est-ce qu'on ajoute une page à la bibliothèque? On va dans Paramètres, et on peut ici sauvegarder et ajouter la page dans la bibliothèque, comme ça, de cette manière-là, la sauvegarder, et puis la rendre partageable sur l'ensemble du site. Voilà. Alors, on va aller ajouter notre section vie privée dans la partie coordonnées footer. Donc je vais cliquer ici. Vous voyez que j'ai juste un texte. Alors ce que je vais faire pour rendre la chose plus simple, c'est ajouter ça ici comme ça, pour que ça se trouve juste à la ligne suivante. Ah, ouais. Donc on est là, vie privée. Et ensuite, je vais ajouter un lien. Donc je vais simplement relier ça à la page vie privée de cette manière-là. Ça sera un peu en retrait par rapport au bloc de coordonnées. Ça me semble parfait. Donc je vais sauvegarder ça. Puis je dois à chaque fois sauvegarder la page aussi. Donc quand je sauvegarde un élément sur une page, pas oublier de sauvegarder la page. Vous voyez que en termes de lisibilité et de SEO, cette page est très très bien. Voilà. Et si je reviens maintenant à ma page d'accueil, et à l'ensemble des pages d'ailleurs, je devrais avoir, croisons les doigts, voilà, le lien vie privée qu'on a ajouté, ici en bas. Et donc si je clique sur vie privée, je me retrouve bien sur la section vie privée, et vous voyez ici que cette ligne, ce lien vie privée se retrouve en gros directement sur le footer de chacune des pages, puisqu'on réutilise un seul et même bloc qui est partagé par l'ensemble des pages. Ce qui est assez sympa. Je pourrais aussi aller ajouter là la politique des cookies, puisque c'est bien de l'avoir sur l'ensemble du site. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est aller directement je fais de cette manière-ci en fait, pour pouvoir l'avoir juste en dessous et pas qu'il me saute une double ligne. Bon, ça c'est juste un petit détail. Alors je vais chercher cookies, j'aurai une page qui en parle, voilà. Politique des cookies, très bien. Donc je valide, je sauvegarde, pardon, ceci. Et je vais re-sauvegarder la page. Et je vais rafraîchir cette page-ci par exemple, voilà. Et j'ai donc la politique des cookies, même chose. Ah, et ici, vous voyez, on n'a pas de pied de page, parce que j'ai oublié d'ajouter le pied de page sur la page politique des cookies. C'est pas prévu, donc je vais aller l'ajouter. Je vais vous montrer comment on ajoute ce footer. Donc on va dans modifier la page. On descend, on descend, on descend, on descend. Ah, ok, il n'est pas ajouté parce que en fait on n'a pas utilisé le Visual Builder pour cette page. Cette page, en fait, je l'ai écrite plus ou moins comme ce que je vous expliquais tout à l'heure, comme une page d'article. Donc j'ai pas utilisé le générateur Divi. On va l'utiliser. Donc on va changer un peu la structure de la page. On va utiliser ça. Donc on va en fait copier, enfin couper en fait cette partie de texte. On va activer notre Visual Builder. Alors, vous voyez qu'il nous crée par défaut une section. Il nous propose d'insérer une colonne.
chose qu'on va faire. Donc on va insérer une colonne, on a besoin juste d'une seule colonne. Voilà. Là on va insérer un module. On va mettre un texte. On va appeler cookies. On va l'agrandir un peu, parce que ce sera notre titre. Donc texte, taille du texte, 14 pixels, on va le mettre à 25. On va choisir une autre couleur. On va prendre par exemple cette couleur qui est une des couleurs de base du site. Ensuite, on va remettre un autre élément de texte. Mais là, on va aller copier tout ce qu'on avait tout à l'heure. Ouais. Alors, je vais vous montrer aussi comment donner une étiquette. Ça simplifie un peu le travail par la suite de la personne qui assure la maintenance du site. Une étiquette à cette section. Voilà, text cookies. Et ici, je vais mettre titre cookies en étiquette admin. Ça va aussi me simplifier le travail par la suite. Voilà. Et puis, je pourrais ajouter ici en dessous mon footer. Voilà. Je vais prendre mon footer FR et ajouter. D'accord. Ok. Alors, on n'a encore rien fait en termes de SEO sur cette page. Bon, on peut le faire, hein, comme ça on va le faire en direct. Cookies. On va indiquer ici politique des cookies de PromoCirc. Bon, c'est pas une page vraiment très intéressante en termes de recherche, mais enfin, comme ça on aura fait le travail. Sur cette page, vous découvrirez la politique de cookies de PromoCirc. Alors c'est une page qui est nécessaire dans le cadre du RGPD. C'est une page qu'on relie aussi à un plugin qu'on a installé sur le site qui s'appelle, à mon avis, plugin de gestion des cookies pour le RGPD, GDPR en anglais. Donc on relie à cette page, on détaille la politique des cookies. Voilà. Vous voyez que SEO très bien, lisibilité super bien, on est super content. Donc on va mettre ça à jour. Voilà, on va aller voir à quoi ça ressemble. Donc, si on clique ici au-dessus sur voir la page, on va l'ouvrir dans un autre onglet. C'est amusant, j'avais pas du tout prévu en fait d'adapter ou de créer une page dans ce tutoriel. Mais voilà, comme ça, ça vous montre comment tout ça fonctionne. C'est parfait. Donc on a ajouté nos deux liens en bas qui n'étaient pas. Et on a modifié la page politique des cookies, tout ça en direct. Et vous voyez que le footer, je l'ai ajouté, il se retrouve bien en bas de cette page, comme il se trouve en bas de n'importe quelle page. Si je vais dans le studio créa, vous verrez que j'ai le même footer ici en bas. Si je vais dans l'imprimerie, vous verrez que j'ai ce même footer ici en bas. Donc j'ai dû le créer une seule fois et puis partager en fait cette section en dessous de chacune de mes pages, simplement en l'ajoutant à partir de la bibliothèque. Vous voyez comme c'est facile. Alors on était toujours dans la découverte de la structure générale de WordPress, même si on a fait une petite incursion pratique dans le site promocirc.com et dans l'usage du thème Divi. Alors on va continuer ici. Bon, l'arrière-plan et l'éditeur, je ne vais pas vraiment vous en parler. On va passer directement à la section extension. Extension en anglais plugins. C'est là qu'on retrouve les plugins qu'on ajoute sur le site. Alors on a un plugin que je vais d'ailleurs désactiver, puisqu'il ne sert plus à rien pour l'instant, que j'ai utilisé pour en fait cloner le site de mon serveur au serveur du client. Donc ce plugin s'appelle All-in-One WP Migration. Je vous conseille ce plugin avec son extension illimitée. Ça vous permet de façon très efficace, sans accroc, de cloner un site d'un serveur vers un autre, d'un domaine vers un autre. J'ai d'ailleurs fait une autre vidéo il y a quelques jours qui expliquait spécifiquement cette procédure. Je vais les désactiver et les supprimer parce que ils ne servent plus à rien. Compte pas cloner le site PromoCirc vers une autre destination et autant ne pas avoir des plugins inutiles. Ensuite on a Bloom qu'on n'utilise pas encore maintenant mais qui permettra le temps venu de créer des
des widgets d'inscription et de newsletter. C'est aussi fourni par Elegant Team, que je vous présenterai plus en détail un peu plus tard. On a un plugin récent offert par WordPress, assez important, qui s'appelle Classic Editor. En fait, je vous ai dit tout à l'heure que WordPress, dans sa dernière itération, a lancé une méthode de création des pages qui s'appelle Gutenberg, c'est la dernière itération, dans la dernière itération de WordPress, mais ça peut rentrer en conflit éventuellement avec certains générateurs comme Divi ou d'autres, et donc on nous a conseillé, à nous webmasters, d'ajouter ce plugin, et des millions de gens l'ont fait, Classic Editor, qui nous permet d'avoir la dernière version de WordPress tout en profitant de ce qu'on retrouvait de manière classique dans l'éditeur auparavant de WordPress. Donc le seul but de l'ajout de ce Classic Editor dans mon cas, c'est de ne pas avoir de conflit entre WordPress dernière version et Divi dernière version. Et puis bon, si vous avez l'habitude d'utiliser l'éditeur de WordPress tel qu'il était auparavant, que vous préférez ça même pour vos articles de blog, vous pouvez aussi ajouter ce plugin Classic Editor. On a un plugin conformité aux cookies GDPR, donc qui est personnalisable avec pas mal de paramètres, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui gère donc cette petite barre en bas de l'écran pour la conformité des cookies par rapport au RGPD, GDPR en anglais. On a Formcraft, donc qui nous permet de créer des formulaires comme on l'a vu sur la page de contact. Moi j'utilise un plugin qui s'appelle Google Analytics Dashboard pour WordPress, qui permet d'afficher les informations rapatriées de Google Analytics directement dans le tableau de bord de WordPress. Short Pixel Image Optimizer, ça me permet d'optimiser au moment de l'upload la taille, le poids des images sur le site pour réduire leur poids. C'est assez important, notamment sur une page comme la page réalisation de ce site PromoCirc. Vous avez vu le nombre d'images qu'on a sur la page. Simple Image Sizes, ça me permet de modifier éventuellement la taille de certains thumbnails, de certaines variations d'images sur le site. C'est intéressant si vous avez un blog par exemple et que vous voulez que votre image mise en avant soit de 1200 par 630 pour contenir une image de 1200 par 630. Donc si vous voulez que le template soit de la même taille que votre image, vous devrez peut-être modifier la taille des thumbnails dans votre thème, et ce plugin vous permet de le faire. Updraft, c'est un plugin qui nous permet de sauvegarder tous les jours à ordonner le site sur le serveur en cas de problème. WP Fastest Cache, c'est un plugin de cache, donc qui met en cache les informations du site pour une navigation plus rapide lorsque vous avez déjà visité le site. Donc on a des éléments qui vont être mis en cache notamment dans votre navigateur. Et c'est important, puisqu'on parle de ce plugin WP Fastest Cache, et d'autres plugins de cache d'ailleurs, de vous dire que si vous modifiez une page, si vous modifiez par exemple cette page sur l'imprimerie, que vous changez le texte, ou vous changez une image, n'oubliez pas d'aller à chaque fois vider le cache de cette page, sans quoi les utilisateurs qui viendront visiter cette page, qui l'avaient déjà visitée auparavant, auront toujours l'ancienne version de la page sur leur téléphone portable ou sur leur ordinateur de bureau. Donc c'est important, à chaque fois que vous faites une modification sur une page, de vider le cache de la page. Et vous pouvez également vider le cache de l'ensemble du site si vous souhaitez tout remettre à plat. Et à ce moment-là, les visiteurs qui étaient déjà venus sur votre site auront une version totalement rafraîchi du site lorsqu'ils le visiteront à nouveau. Mais en tout cas, quand vous modifiez une page, n'oubliez pas de vider le cache de la page. Alors, WP Optimize, ça me permet, quand il y a des modifications dans la base de données, en un clic, d'aller optimiser la base de données. Ça me permet par exemple d'enlever toutes les différentes versions d'une page. Quand on actualise une page sur un site WordPress, on a un système de versioning, donc qui en fait enregistre l'historique des différentes modifications. Alors c'est super intéressant si vous avez fait une bourde et que vous voulez revenir à une version antérieure de votre page. Donc vous avez en fait sur une page à chaque fois, vous voyez ici le nombre de révisions. Vous pouvez les parcourir. Ok, donc on va quitter parce qu'on a mis à jour, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Et vous avez là, vous voyez, avec ce petit slider, les différentes versions de votre page, dont la section, la version qu'on avait tout à l'heure quand on n'avait pas utilisé le Visual Builder. Vous voyez, là, le Visual Builder arrive, etc. Vous pouvez rétablir une version antérieure, si vous voulez.
ça peut vous servir. Mais vous vous retrouvez parfois avec, surtout quand vous êtes en période de création du site, avec des dizaines, voire plus de 100 versions d'une page. Si vous avez modifié des petites choses, re-sauvegarder, modifier des petites choses, re-sauvegarder. Donc avec un plugin comme WP Optimize, vous pouvez vider notamment ces révisions de votre base de données, ce qui l'allège évidemment. Là on a une série de plugins qui ne sont pas encore activés, qu'on pourrait activer pour rendre le site multilingue. Si vous souhaitez avoir un site en plusieurs langues, la Rolls ou l'Aston Martin du plugin multilingue, c'est WPML, que vous retrouvez sur wpml.org, si je ne m'abuse. C'est un abonnement annuel ou un abonnement à vie. Personnellement, j'ai l'abonnement à vie mode agence qui me permet de partager ce plugin avec les différents clients. Et vous devez juste déclarer les sites que vous créez. Vous pouvez en créer autant que vous voulez si vous avez l'abonnement ultime à WPML. Et ça va vous permettre de créer en fait un site en plusieurs langues. Ça va vous créer le petit widget de changement de langue dans le menu. Ça va vous permettre de traduire non seulement le texte des pages, mais éventuellement même les descriptions des images, etc., etc. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de comment WPML fonctionne, mais sachez que par expérience, c'est le meilleur plugin pour la gestion multilingue d'un site WordPress. Et puis on a le plugin Yoast SEO, je vous ai montré tout à l'heure à quoi il servait. Ça nous permet d'optimiser pour chacune de nos pages, chacun de nos articles, le référencement potentiel de ces pages, de ces articles. Voilà, donc ça c'est la section extension. Vous pouvez ajouter une extension, soit depuis la bibliothèque en ligne d'extension WordPress. Vous voyez que Classic Editor est super populaire, plus de 1 million d'installations activées. Vous avez ici, il vous suffit de rechercher par un mot-clé les différents plugins que vous propose par défaut WordPress, pour la plupart gratuits, mais vous pouvez aussi téléverser, comme on le dit ici, une extension qui vient d'ailleurs, que vous avez acheté sur un site premium par exemple. Alors quand vous uploadez, téléversez, comme on le dit en français, une extension, sachez que il faut le faire au format zip, zippé.zip. Donc n'essayez pas de téléverser une extension désarchivée, unzippée, ça ne fonctionnera pas. Il faut que ce soit au format zip, et c'est WordPress lui-même qui va unzipper cette extension. Bon à savoir. Ensuite, vous avez les utilisateurs. C'est là que vous pouvez ajouter par exemple des administrateurs au site. Ou des éditeurs, ou c'est là que vont aller s'ajouter les utilisateurs de base du site si vous avez une section où les utilisateurs peuvent s'enregistrer à votre site WordPress. La section outils, on ne va pas vraiment l'aborder maintenant. La section réglages non plus, si ce n'est que c'est là qu'en fait vont se retrouver parfois certains des plugins comme ShortPixel pour les paramètres de ShortPixel, ou les sauvegardes qui sont réalisées avec Updraft+. Certains des plugins viennent s'ajouter en fait en termes de paramétrage dans la section réglages. C'est bon à savoir. Yoast SEO sont les réglages généraux de Yoast. C'est là aussi que vous allez pouvoir aller créer vos sitemaps. C'est là que vous allez pouvoir avoir accès à votre fichier, à vos fichiers de base du site. Donc si je clique sur outils par exemple, je peux avoir accès à mon fichier robot.txt. Je peux avoir accès à d'autres fichiers, aux fichiers acheter access aussi de mon site. Alors je vous dis pas exactement à quoi servent l'ensemble de ces fichiers, mais ça vous permet par exemple dans htaccess d'augmenter la capacité d'upload sur votre site, ou de modifier les paramètres du cache navigateur, des choses comme ça. Donc vous pouvez avoir accès à ces fichiers de base via la section outils de Yoast SEO, bon à savoir. Ensuite j'ai mon plugin WP Fastest Cache. Donc certains des plugins comme ici WP Fastest Cache ou WP Optimize vont avoir leur propre section dédiée qui va venir se créer dans la barre latérale de WordPress. Donc on a ici WP Fastest Cache, WP Optimize, Bloom aussi qui crée sa propre section. On n'a pas encore vraiment de widget créé ici. GDPR Cookie Compliance qui crée aussi sa propre section. Et puis, on y vient enfin, on a Google Analytics, mais on y vient enfin à notre thème Divi. Divi, si vous l'ajoutez comme thème, donc via apparence thème, que vous ajoutez Divi comme thème, va aussi créer sa propre section dans la navigation de votre site WordPress.
Et vous allez surtout, au départ, vous intéresser aux options du thème. C'est là que vous allez pouvoir aller, par exemple, ajouter votre logo. C'est là que vous allez pouvoir également définir quelles sont les icônes que vous allez afficher, si vous affichez des icônes sociales. Donc on a ici Facebook, c'est là que vous définirez l'URL de votre page Facebook. C'est là que vous retrouverez aussi d'ailleurs une copie du CSS additionnel qu'on trouvait tout à l'heure via la section apparence personnalisée ici. Vous retrouvez ça ici également. Vous pouvez modifier, enfin vous pouvez ajouter du CSS si vous le souhaitez directement depuis cette section. Le seul avantage de le faire, ou l'avantage principal de le faire via apparence personnalisée, c'est que vous aurez un aperçu immédiat de vos modifications CSS, tandis qu'ici, bien entendu, vous devrez recharger votre site dans un autre onglet. Voilà. C'est là également que vous aurez la possibilité dans Updates d'introduire votre API Key de votre compte Elegant Themes pour assurer l'actualisation du thème. C'est là aussi que vous pourrez modifier certains paramètres de la navigation, certains paramètres du layout de vos articles, etc. Donc je vous laisserai, si vous êtes intéressé par Divi, découvrir tous ces éléments pas à pas. Peut-être que je ferai des vidéos ultérieures à ce propos, mais donc c'est via option du thème de Divi que vous aurez accès à tous ces éléments. Je pense que si je vais dans intégration, oui, c'est là aussi que je peux ajouter des éléments à la section head de mon blog Distill, en fait de mon site en pratique. J'ai par exemple ajouté l'autre jour quelque chose de très intéressant que je vous propose de découvrir. Donc j'ai ajouté ce petit bout de code que j'ai pas écrit moi-même, que j'ai retrouvé en fait sur un site web. Voilà, où on m'expliquait comment créer en fait un lien derrière une section. Donc j'ai voulu en fait créer derrière la section qu'on retrouve en haut de la page d'accueil, donc derrière ce header, où que vous cliquiez même sur le texte ici, cela va vous emmener vers la page réalisation. Alors comment j'ai fait ça? Eh bien j'ai utilisé la recette qui m'a été donnée grâce à mon ami Google par ce site Elegant Enthusiast, qui m'a juste invité à aller créer une classe CSS pour ma section. Donc c'est assez simple. Donc je suis ici dans ma section. Voilà. Je vais dans Avancer et je donne ici un nom à ma classe CSS qui est Clickable Hero. D'accord. Et quand j'ai créé cette classe CSS, je me rends dans la partie, ici, option de Divi, intégration, section head, et j'ajoute le code qui m'a été fourni par ce site, avec ici ma classe CSS et la page de destination. Donc si quelqu'un clique sur cette section désignée par cette classe CSS, ça pourrait être d'autres sections d'ailleurs désignées par la même classe CSS, eh bien ça dirige l'internaute vers cette page. Donc voilà. Et cette chose a été rendue possible par l'accès à la section aide du site via les options du thème Divi. Donc ça c'est important à savoir. Alors il y a vraiment pas mal de choses à découvrir dans ce thème Divi, ça prendrait pas mal de temps. Il y a beaucoup d'explications sur le site d'Elegant Themes lui-même. Donc ils ont une knowledge base, une base de connaissances assez étendue qui vous permet de découvrir tous les détails de ce thème juste fabuleux qu'est Divi. Vous allez pouvoir créer beaucoup de modules différents grâce à Divi. Vous allez pouvoir maîtriser le design de chacune de vos pages jusqu'au moindre pixel, si ce n'est via le thème par le CSS additionnel. Divi publie de nombreuses vidéos, soit sur YouTube, soit sur Facebook, périodiquement, qui vous donnent des trucs et astuces pour différents cas de figure. Et vous avez aussi des packs, disons, préconçus pour des usages particuliers, comme par exemple ici un café, une boulangerie, ou comme ici plutôt quelqu'un qui vendrait des éléments de décoration. Donc vous pouvez démarrer
non pas comme je l'ai fait complètement à blanc, moi j'aime bien démarrer à blanc, mais vous pouvez démarrer avec un thème qui positionnerait déjà des éléments, avec des pages qui auraient déjà une certaine structure que vous pouvez modifier. Mais ça m'amène à vous parler de la raison pour laquelle j'ai choisi, il y a environ 2 ans, Divi plutôt que d'autres thèmes. C'est un thème premium, c'est pas un thème gratuit. Vous devrez en fait prendre un abonnement, vous voyez ici, de 89 $ par an si vous voulez avoir les différentes actualisations poussées automatiquement à votre site WordPress. Ou vous pouvez prendre le Lifetime Access, c'est ce que j'ai moi personnellement, qui me permet de créer des sites pour un nombre illimité de clients, qui me permet d'avoir accès à tous les thèmes, à tous les plugins, et qui me permet d'avoir des actualisations à vie. Alors, il y a un très grand nombre de gens qui utilisent Divi, et les autres plugins d'Eleganteam. Vous voyez, plus de 500 000 personnes, ce qui en fait est une espèce d'assurance vie par rapport à la pérennité de ce développeur de thème, et c'est super important, parce que si vous choisissez un thème créé par un développeur freelance, en solo, et que ce développeur change d'orientation professionnelle ou qui souhaite pour une raison X ou Y de ne plus maintenir son thème, WordPress continue d'évoluer. Et si eh bien, ce développeur n'actualise pas son thème, vous pouvez vous retrouver à un certain moment avec un thème qui ne sera plus actualisé et un site qui va tout bonnement casser, qui ne fonctionnera plus. Donc c'est important d'évaluer la pérennité d'un thème lorsque vous choisissez un thème pour votre site WordPress. Divi n'est absolument pas le seul thème, le seul fournisseur de thèmes sur le marché. Personnellement, j'ai choisi parce que l'expérience utilisateur qu'il propose, disons la flexibilité qu'offre Divi par rapport à d'autres thèmes est selon moi optimale. Il y a des nouvelles features qui sont ajoutées assez fréquemment. Vous pouvez trouver grâce à Google sur toute une série de thèmes, de sites créés par des enthousiastes de Divi, des solutions, des trucs et astuces pour différents cas de figure. Donc c'est vraiment un thème que je conseille, non pas les yeux fermés, mais les yeux grands ouverts. Le thème Divi d'Eleganteam. Et puis je vous ai parlé tout à l'heure aussi de Formcraft. Je reviens à Formcraft pour les formulaires que je trouve vraiment très bien. En parlant de Divi et de trucs et astuces, il y a quelque chose de très important qui est abordé directement, comme vous le voyez, ça a été abordé en mars 2017 sur le blog de Divi. C'est comment modifier les différents points d'évolution, les points de rupture d'un format, d'un appareil à l'autre de votre site. Donc votre site, s'il est responsive, son affichage va évoluer, si on va du plus haut au plus bas, de l'ordinateur du bureau à la tablette jusqu'au téléphone portable, ou du téléphone portable à la tablette à l'ordinateur du bureau. Et l'évolution de différents éléments sur votre site, elle est déterminée par la largeur de votre écran. Alors, vous allez voir que si je réduis la largeur de mon écran, à un certain moment, boum, j'ai ma section supérieure qui disparaît, et qui est remplacée par ce texte, vous voyez, et vous avez peut-être vu aussi que le menu supérieur, en ligne, à un moment, en fait, disparaît, et je vais vous dire que c'est au moment où il pourrait venir se superposer au logo, et où ça serait pas très sympa. Donc à ce moment-là, on le fait disparaître, et on a le burger menu, et ce burger menu nous donne accès, comme sur smartphone, à l'ensemble des éléments de notre menu. Alors, j'ai voulu, moi, définir quel était mon point de passage entre, en gros, l'ordinateur de bureau et la tablette. Et ça se passe via le CSS, donc via soit le CSS que vous pouvez indiquer ici, juste en bas, ou via la partie apparence personnalisée. Et vous allez voir que nous avons ici des médias, ce qu'on appelle des media queries. On va aller en retrouver quelques-unes, je pense. Alors, je suis en train de regarder où elles se trouvent. On va les retrouver, n'ayez crainte. Voilà. Ici, par exemple. Voilà. Donc, ici, ça me dit que jusqu'à 1351 pixels de large, on ne verra apparaître
on ne fait, pardon, jusqu'à 1351, à partir de 1351 pixels de large et au-delà, on ne verra pas apparaître une section que j'ai appelée par son ID CSS, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'ID CSS, HeroText Only. Cette section HeroText Only, c'est la section qu'en fait, vous voyez ici, c'est ce texte-ci, voilà, que je vais surligner, enfin, qui commence à promocir, qui finit à communication. Ce texte-là, si vous alliez en coulisses, vous verriez que la section a comme ID CSS HeroText Only. Et cette HeroText Only, on ne le fait pas apparaître au-delà de 1351 pixels, à partir de 1351 pixels. Par contre, jusqu'à maximum width, jusqu'à 1350 pixels, on ne va pas afficher la section à laquelle j'ai donné le nom Hero Section, qui est donc cette section avec les différents PNG qui présentent la société, avec la présentation textuelle ici. Cette section-là n'apparaîtra pas jusqu'à 1350 pixels. Donc là, on est à 1350, là, on sera à 1351 pixels de large, vous voyez? Le point de rupture se trouve là. Et alors, chose importante aussi, vous pouvez servir différents éléments en fonction des appareils où votre site va s'afficher. Alors, je m'explique. Je vais revenir à la page d'accueil. Je crois que je suis sur la page d'accueil ici. Ouais. Donc là, j'ai en gros... non, je vais revenir à une autre page. Pardon, je vous disais la page d'accueil, mais pour vous montrer ça, c'est pas la page d'accueil que je vais utiliser, c'est par exemple l'agence. Voilà. Donc l'agence, regardez. En version bureau, on a plutôt un hero header rectangulaire, et puis on va descendre, et boum, on aura la même illustration au carré. Mais en fait, ce sont deux images différentes. Donc là, on a une image carrée, et là, à partir de là, une image rectangulaire. Ce sont deux images différentes, d'accord? Et voilà comment ça se passe. Donc là, c'est pas une règle CSS, enfin, c'en est une d'une certaine manière, mais en coulisses. Ce n'est pas une règle que j'ai définie à la main, si vous voulez. Donc j'ai deux illustrations, une pour desktop et une pour mobile. Et si je regarde dans les paramètres avancés, que j'ai tout en bas, pardon, je vais plutôt prendre ça ici à mon avis, ça doit être là que je l'ai mis. Voilà. Donc celle-ci, donc la version rectangulaire que vous voyez là, d'accord? Dans les paramètres avancés, si je descends, vous verrez que je l'ai désactivé sur téléphone, sur smartphone. Tandis que l'autre, la version mobile, je l'ai désactivé sur les deux autres, sur tablette et sur bureau. Et j'aurais pu avoir trois illustrations si je veux, une pour desktop, une pour tablette et une pour smartphone. Elles vont donc s'afficher en fonction de ce que Divi définit comme étant l'un ou l'autre. Et on a dans cet article ici sur les breakpoints, sur les points de rupture que nous propose Divi, on a un peu plus bas ici, je pense qu'ils nous définissent, voilà, quels sont leurs breaking points, vous voyez? Donc ça, c'est ce qui est défini par défaut chez eux. Et vous pouvez modifier ça, vous pouvez aller définir vos propres disons, parenthèses ou fourchettes, pardon, je ne retrouvais pas le mot. Vous pouvez définir vos propres fourchettes, par exemple ici entre 768 et 980, vous pourriez dire entre 750 et 1250, et vous allez copier cet élément-là, vous allez le mettre dans votre section CSS, et puis à l'intérieur de ces parenthèses, vous allez pouvoir ajouter votre personnalisation en fonction de cette fourchette. Donc vous voyez que pour cette fourchette, j'ai défini que ma section Hero Section ne devait pas s'afficher. J'ai défini pour une fourchette de maximum 1350 pixels que, en fait, ici, donc cette partie-là, pardon, j'ai défini que mon menu devait s'afficher sous forme... voilà, ici, c'est ceci. J'ai défini que mon menu devait s'afficher sous forme de cette icône Burger Menu et que le menu général ne devait plus s'afficher. Donc là, c'est ce qui va aller définir qu'à partir de 1350 vers le bas, voilà,
j'ai mon burger menu qui apparaît et mon top menu n'apparaît plus. Oui. Donc on a cette évolution là. Et là je l'ai défini à ma manière. Donc j'ai déterminé que en fonction du design de mon site, la rupture se faisait à 1350 pixels. Et cette info, j'ai pu en fait la retrouver dans cet article sur Divi. Donc quand quelqu'un me demande comment faire ceci, comment faire cela, eh bien, je les renvoie à la méthode que j'ai utilisée personnellement, puisque je n'avais évidemment pas eu un cours in extenso sur Divi au moment où j'ai commencé à utiliser le thème. Google ou YouTube sont à ce moment-là vos meilleurs amis. En fait, c'est Google et Google, YouTube appartenant à Google. Voilà. Donc on a fait le tour en fait des différents éléments de WordPress, hein, de la section article jusqu'à la section options du thème où on retrouve les options de Divi. Alors je vous avais dit que la deuxième partie allait être consacrée plus en détail à Divi, que la troisième partie allait être plus consacrée à quelques petits trucs CSS. J'ai un peu tout mélangé, je dois bien l'avouer, parce que j'ai voulu vous montrer les choses au moment où je les abordais dans ma description générale. Mais peut-être qu'il est bon de réenfoncer le clou et de reprendre l'une de nos pages du site pour vous réexpliquer les bases de Divi. Comment ça se passe du côté de Divi. Donc on est sur notre page d'accueil, d'accord ? On va aller modifier la page. Alors on peut modifier la page de deux manières. Ça c'est aussi important à savoir avec Divi. On peut modifier la page en coulisses, par derrière si vous voulez, en cliquant sur ce lien. Et là on va avoir... On va enlever ça, voilà. Là on va avoir la page accessible en coulisses. Donc si vous modifiez quelque chose ici, vous devrez aller de l'autre côté, en façade, rafraîchir, vider le cache aussi, comme je vous l'ai dit, pour voir les modifications. Mais vous pouvez aussi modifier directement sur la page, par le Visual Builder depuis le front-end. Alors, ça a ses petits bémols, c'est qu'à certains moments, certaines choses réagissent un peu moins bien, il faut vous y reprendre à plusieurs reprises, vous pourriez avoir des sauts de ligne un peu bizarres si vous gérez les choses uniquement depuis le front-end, mais bon, ça peut vous donner... disons plus de facilité en termes d'agencement visuel des éléments si vous le faites depuis le front-end. Alors on va le faire depuis le front-end puisqu'on a déjà passé pas mal de temps en coulisses. Donc on va activer le Visual Builder pour la home page. Bon, ça prend toujours aussi un peu plus de temps d'activer le Visual Builder depuis la home. Surtout qu'on ne sait jamais, voilà, comment ça se passe en termes de connexion internet. Ah, c'est intéressant parce qu'on va voir un élément qui est caché d'ailleurs. Donc là, on est en accès direct, mais depuis le front-end, aux éléments de notre page. Alors on a la même chose que ce qu'on a de l'autre côté, mais bon, il vaut mieux comprendre d'abord la structure en coulisses avant de le faire sur le front-end, c'est plus clair. Donc par exemple, ici, pour le premier élément, ce que j'ai appelé le Hero Header, on a la section, donc la partie en bleu, ça c'est ce qui comprend l'ensemble. Puis on a en fait la ligne, avec ici deux colonnes, on pourrait la modifier ici. Et puis ici on a un élément, là, en fait c'est une galerie avec des petits PNG qui se succèdent. Et ici on a un autre élément, d'accord, vous pourriez modifier là, c'est le texte qu'on a là. Donc en gros, si je reviens de l'autre côté en coulisses, on va retrouver ça là, avec la section générale, que je peux modifier en appuyant sur les trois petites lignes, la rangée avec les deux colonnes, je pourrais éventuellement, en allant là, changer la structure de ma rangée. Donc là on est à 2 colonnes, je pourrais être sur 3 colonnes, je peux aller jusqu'à 6 colonnes. Divi a ajouté récemment la possibilité de faire 6 colonnes. C'est assez sympa, notamment si vous faites des rangées de logos, comme je l'ai fait sur la page Qui sommes-nous. 6 colonnes, ça vous permet de mettre 6 logos sur une ligne. C'est bien plus pratique que si vous ne pouviez en mettre que 4 ou que 5. Ça réduit le nombre de lignes. Si vous avez 18 logos, vous n'avez que 3 lignes. Voilà, on va fermer ça. Donc si je reviens côté front-end, donc alors important, vous voyez pas la barre parce que j'ai pas affiché en fait la barre de l'URL. Mais en fait, ça ajoute, quand vous ouvrez le Visual Builder, ça ajoute point d'interrogation ET_FB égale 1 à votre URL. Vous pourriez même l'ajouter directement, ça ouvrirait le Visual Builder. Et vous pouvez quitter le Visual Builder à tout moment, et là vous revenez à l'URL de base. Alors vous voyez ici qu'on a une section qui est grisée, parce qu'elle n'apparaît plus. En fait, donc on avait affiché une petite promo pour le début de l'année jusqu'au 31 janvier. Cette section, enfin cette ligne, en l'occurrence, elle n'apparaît plus nulle part. Alors, à mon avis, je vais vérifier.
Mais voilà, donc je l'ai désactivé en fait pour téléphone, tablette, bureau. Je ne l'ai pas effacé parce que ça permettrait éventuellement, si on veut rajouter, modifier, ajouter une nouvelle promo, de simplement modifier ici l'image, vous voyez, de rajouter une image, de réactiver l'affichage, de la ranger sur les différents appareils, et comme par magie, automatiquement la rangée réapparaîtrait, plutôt que de devoir recréer la rangée, si vous voulez. Et donc, ce que vous voyez là n'apparaît pas, vous ne l'avez pas vu d'ailleurs tout à l'heure, sur le site si vous l'ouvrez. Là vous avez les 4 colonnes avec, donc si je fais ça, vous voyez que ma rangée elle est composée de 4 colonnes, vous voyez, ça c'est sympa, c'est le preview. Dans chaque colonne j'ai une image, voilà, une image, et un texte, et à la fois l'image et le texte sont reliés à une URL ici, voilà, donc celle-là va vers agence, l'autre va vers créa, la troisième imprimerie, la quatrième logistique. Ensuite j'ai une section avec un appel à l'action, un call to action avec un bouton et un texte qui va aller ici vers la ligne du temps. Donc voilà, ici vous voyez le titre du bouton, le lien du bouton, et si je vais dans style et dans bouton, il n'y a pas de personnalisation particulière parce qu'on utilise en fait le bouton par défaut avec la couleur par défaut du thème, donc voilà, avec un bouton qui est plutôt rougeâtre par défaut. Vous voyez, quand on passe dessus, il change de couleur, le fond change de couleur. Voilà, donc ça c'est la structure. Bah, si je reviens en coulisses, c'est la même structure. Mais ça peut être, disons, ça peut vous donner une impression de stabilité, de plus de stabilité, de traiter vos modifications en coulisses et de faire une sauvegarde, que de le traiter en façade, où là vous pourriez avoir des choses qui bougeraient de façon un peu bizarre. Notamment si vous avez, comme sur la page contact, un plugin qui vient afficher un élément. Donc là on a Formcraft qui vient afficher un formulaire. Ça va prendre un peu plus de temps à s'afficher si c'est un plugin. Ça va pas nécessairement visuellement être adapté en termes de police, de look and feel complètement. Donc moi personnellement, par expérience, je préfère faire mes modifications en coulisses dans Divi. Sauf quand ce sont des petites choses visuelles où j'ai envie de voir la chose rapidement, notamment quand je modifie des petites icônes comme ici ou des images, alors je le fais depuis le front-end. Voilà. Vous avez ici la section donc en vert en bas qui se retrouve à travers toutes les pages, la section pied de page avec une colonne ici, une rangée avec plusieurs colonnes. À mon avis, combien est-ce qu'on a de colonnes? 3 colonnes, oui. Donc on a une colonne où il y a quelque chose, la première, une colonne qui est vide au milieu, et une colonne où il y a quelque chose à la fin. Oui, 3 colonnes. Je pourrais rajouter des éléments au centre si je voulais, ici, en appuyant sur le plus, ça me permettrait de rajouter des modules au centre. Donc voilà comment ça se passe depuis le front-end. Alors vous pouvez aller sauvegarder à chaque fois vos modifications ici. Donc c'est assez simple, et vous avez, je pense, ici... l'historique des modifications aussi. Et oui, aussi ici en bas, alors je sais pas si vous le voyez apparaître, ah oui, si vous le voyez apparaître sur l'écran, je vais retourner là. Donc ici en bas, vous avez aussi le choix pour avoir une visualisation du site sur mobile par exemple, ou sur tablette ou sur desktop. Donc vous voyez, ça a un peu ses limites. Parce que sur mobile, il va encore me mettre mon bloc, alors que par les règles que j'ai définies, sur mobile, vous l'avez vu tout à l'heure, si je reviens à mon site internet, je vais quitter ça, sur mobile, c'est ceci que j'aurai. Donc vous voyez, il faut quand même aussi être prudent dans ce que nous permet l'aperçu. C'est pas toujours conforme à la réalité. En fait, la meilleure façon de voir comment évolue votre site en fonction des différentes largeurs d'écran, c'est, comme je le fais ici, vous ne voyez peut-être pas parce que vous ne voyez pas ma souris, mais je modifie par le côté la largeur de mon navigateur. Alors ça me donne en fait l'évolution du site sur les différentes largeurs. Voilà, c'est le premier test d'ailleurs qui est à faire. Si vous allez voir le site même d'un concurrent et que vous voulez voir à quoi il ressemble sur mobile de manière responsive, eh ben vous allez faire cette réduction de l'écran comme ça. Vous voyez, c'est comme ça que ça va se passer. Avec un petit bémol peut-être, c'est que vous avez certaines personnes qui vont
en fait servir une version différente de site sur mobile que la version desktop. Donc c'est pas responsive, c'est un site mobile qui est différent du site desktop. Quelque chose que je conseille absolument pas, mais qui peut encore dans certains cas arriver. C'est vraiment une très très mauvaise idée d'avoir un site mobile différent du site desktop, parce que vous allez devoir maintenir deux versions différentes du site, et donc dans un souci de cohérence et d'efficacité, utilisez l'approche responsive que la plupart des thèmes modernes, y compris Divi, vous proposent. Voilà, alors je réfléchis juste à ce que je pourrais éventuellement vous dire de plus. Je vais quitter Visual Builder ici. Je ne veux rien modifier parce que c'était très bien. Je vous ai parlé déjà dans certains détails de l'utilisation du CSS additionnel. Je vous ai même montré comment j'avais créé un lien derrière cette section-ci en utilisant une réponse que j'avais trouvée sur un site internet, simplement en posant la question à Google. Je vous ai montré comment j'avais créé ce menu. Je vous ai même montré comment je créais les sauts vers des sections particulières d'une page. Je l'ai fait aussi pour la page réalisation d'ailleurs. Alors, ce que je pourrais peut-être faire, c'est vous demander de me poser des questions en commentaire de cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si répondre à la question nécessite la création d'une nouvelle vidéo, je le ferai également. Mais pour toutes les questions d'ordre général par rapport à WordPress, par rapport à Divi en particulier, par rapport aux plugins que j'ai évoqués dans cette présentation, je vous invite à ouvrir Google, à ouvrir YouTube, à aller sur des sites également comme Udemy qui vous propose des formations en ligne de A à Z sur WordPress. Prenez le temps de vous former et puis créez, passez du temps sur cette plateforme. La seule solution pour gagner en confiance dans l'utilisation de WordPress et d'un thème en particulier, ce sont les heures de vol. On dit en général que pour être expert dans une matière en particulier, que ce soit la musique ou l'équitation, il vous faut 10 000 heures de pratique. Et bien c'est la même chose pour le web design. Si vous voulez à un moment être en totale confiance par rapport à la création d'un site, à son actualisation, à tous les cas de figure qui pourraient se présenter, aux problèmes que vous pourriez rencontrer, il vous faut des heures de pratique, des heures de vol. Aucune formation, même accélérée, ne pourra jamais remplacer l'expérience. Voilà, ça sera le mot de la fin. C'est aussi ce qui justifie que des sous-traitants, des fournisseurs, des partenaires qui vous proposent leurs services ne le font pas en général gratuitement, parce qu'évidemment, cette expérience, il a fallu la gagner avec beaucoup de travail, avec beaucoup d'heures passées derrière son ordinateur, à comprendre, par le jeu des essais et des erreurs, à améliorer sa maîtrise du web design. Donc si quelqu'un vous demande de l'argent de façon bien entendu raisonnable pour réaliser son site, pour l'actualiser, pour l'aider dans la promotion de ce site sur les réseaux sociaux, sur Google. Bref, si un travail est exécuté, sachez que ça nécessite beaucoup de temps, d'expertise, et donc c'est également à valoriser. Ce sera mon deuxième mot de la fin. Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais même pas combien de temps cette vidéo a duré. J'espère qu'elle vous aura appris les bases de la structure de WordPress, qu'elle vous aura donné envie de tester Divi et de vous lancer dans l'aventure de la création d'un site internet. Et je souhaite également que cette vidéo aura servi à l'équipe de Promocirc pour comprendre les bases de son propre site internet et pour donc se lancer dans son actualisation. Je vous invite à aller découvrir Promocirc si vous devez réaliser des affiches pour un événement quel qu'il soit. Ils sont adorable, c'est une équipe vraiment extraordinaire qui maîtrise tout en interne, de la création jusqu'à l'impression, en passant évidemment par la logistique, puisqu'il faut livrer toutes ces impressions. Ils sont situés en Auvergne, à Ambert. Vous pouvez leur rendre visite et en profiter pour déguster l'excellente fourme d'Ambert. Merci de votre attention, à très bientôt.